Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'as pas envie qu'on te raconte ce monde comme à un enfant. Tu veux comprendre comment on manipule les foules, comment les révolutions dérapent, comment des gens qui partent avec les meilleures intentions finissent par ressembler à ceux qu'ils voulaient abattre. C'est exactement ce que George Orwell met à nu dans La ferme des animaux. Un petit livre, mais une bombe. Aujourd'hui, on va le dérouler ensemble, comme un film. Tu pourras presque l'entendre, le voir, le sentir. Et si ce genre de plongée dans les livres qui décodent la réalité t'intéresse, abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que c'est ce qu'on fait ici. On prend des textes puissants et on les connecte à ta vie d'aujourd'hui, à la politique, au travail, au réseau, à tout ce qui t'entoure. Installe-toi. On entre dans La ferme des animaux de George Orwell. Imagine une ferme perdue dans la campagne, une grande maison pour le fermier, des granges, des champs, une cour, quelques clôtures. À première vue, rien de spécial, mais chaque jour, en silence, quelque chose s'accumule chez ceux qui y vivent, les animaux. Il y a les chevaux, solides, puissants, qui tirent les charrues, les vaches qui donnent le lait, les poules qui pondent leurs œufs, les moutons qui remplissent l'air de leurs bêlements, et puis les cochons, réputés plus malins. Au-dessus de tout ce monde, il y a un homme, Monsieur Jones, un fermier fatigué, négligent, qui boit trop. Il ne se préoccupe des animaux que lorsque ceux-ci cessent de produire. Ils travaillent dur, mangent peu, n'ont aucun droit. Leur horizon, c'est la fatigue. Et au bout du chemin, l'abattoir. C'est la première chose que George Orwell veut que tu vois. Un système injuste, mais tellement ancien que tout le monde le considère comme normal, exactement comme nous quand on s'habitue à un modèle économique, politique ou social, simplement parce qu'il a toujours été là. Un soir, pourtant, quelque chose change. Les animaux sont convoqués dans la grange. Un vieux cochon, respecté, quasi légendaire, les a appelés. On l'appelle parfois Sage l'Ancien, dans certaines traductions, le vieux major. Il est fatigué, mais sa tête est encore claire. Il les regarde, un à un, et leur dit ce que personne n'avait jamais osé dire à voix haute. Nous vivons comme des esclaves. Nous produisons tout, mais nous n'avons rien. Nous mourons de fatigue. Nous finissons en viande, en cuir, en colle. Tout ça pour enrichir un seul être, l'homme. Il ne se contente pas de dénoncer. Il propose une vision. Un jour, dit-il, les animaux devront se lever, chasser les humains et reprendre la ferme pour eux-mêmes. Plus de fouets, plus d'exploitation. Une communauté où chaque animal travaille selon ses forces, où les fruits du travail sont partagés équitablement. Puis il lance une chanson, un chant révolutionnaire qui parle d'un futur sans chaîne. Les animaux chantent, d'abord timidement, puis de plus en plus fort. Ce soir-là, dans cette grange, George Orwell nous montre le moment où une idée naît. Une idée tellement forte qu'elle ne pourra plus être oubliée. Quelques jours plus tard, le vieux cochon meurt. Mais l'idée ne meurt pas avec lui. Et c'est là que le livre bascule. Ce ne sont pas les plus sages qui vont exécuter la vision, mais ceux qui sont les plus ambitieux. Les cochons prennent les choses en main. 2 d'entre eux sortent du lot. Dans le texte d'Orwell, il s'appelle Napoléon et Boule de Neige. Napoléon est silencieux, massif, autoritaire. Boule de Neige est plus vif, inventif, orateur brillant. Ils commencent à transformer les paroles du vieux cochon en règles. Ils élaborent une doctrine, l'animalisme. Ils distillent ses idées aux autres, les simplifient, les répètent. Pendant ce temps, M. Jones continue de boire, de négliger la ferme. Le jour de la rupture arrive presque par hasard. Un soir, il ne nourrit pas les animaux. Le matin, rien non plus. Les animaux ont faim. Ils n'ont plus peur. Ils défoncent la réserve de nourriture, se servent. Jones se réveille, tente de les repousser avec son fouet. Mais quelque chose s'est enclenché. Les animaux refusent de reculer. Ils chargent. Jones et ses hommes, pris de panique, fuient la ferme. En quelques minutes, toute la structure de pouvoir a basculé. La ferme appartient maintenant aux animaux. Ils sont d'abord incrédules. Puis une joie immense les traverse.
Ils brisent les outils de contrainte, brûlent les colliers, détruisent les symboles du pouvoir humain. Ils se promènent partout, comme pour vérifier que c'est bien vrai. Ils gravissent la colline et regardent la maison du fermier. Pour la première fois, elle n'est plus une forteresse inaccessible. Certains veulent la saccager. Mais les cochons disent « Non, cette maison sera transformée en musée un jour. Pour l'instant, elle reste intacte. » Détail important, ce sera l'une des premières promesses trahies. La ferme change de nom. Elle ne s'appellera plus « Ferme du Manoir ». Elle devient officiellement « Ferme des Animaux ». Un nom symbolique, comme lorsqu'un pays change de régime et rebaptise ses villes, ses rues, ses institutions. Les cochons écrivent alors, sur le mur de la grange, les 7 commandements de la nouvelle société. Ils sont simples. Tous les animaux sont égaux. Aucun animal ne doit dormir dans un lit. Aucun animal ne doit porter de vêtements. Aucun animal ne doit boire d'alcool. Aucun animal ne doit tuer un autre animal. Et surtout, tout ce qui a 2 pattes est un ennemi. Tout ce qui en a 4 ou des ailes est un ami. C'est la phase utopique. La révolution a triomphé. Les principes sont clairs, les slogans sont simples. Les animaux se mettent au travail avec enthousiasme. Ils récoltent, labourent, construisent. Et pour la première fois, ils mangent un peu mieux. Ils se sentent fiers. Orwell décrit très finement ce moment. Un régime nouveau qui n'a pas encore eu le temps de trahir ses idéaux. C'est le printemps de la révolution, tout est encore possible. Mais déjà, les graines de la future dérive sont là. Les cochons, explique le narrateur, ne participent pas vraiment aux tâches physiques. Ils supervisent, ils organisent, ils réfléchissent. Ils affirment que leur travail intellectuel est indispensable au succès de la ferme. Petit à petit, ils s'octroient quelques privilèges. Par exemple, le lait. Dès les premiers jours, on ne sait plus très bien où il est passé. Les animaux se posent la question. Un porte-parole cochon très habile leur explique que le lait et les pommes sont nécessaires à la santé des cochons. Pourquoi? Parce que les cochons, dit-il, sont le cerveau de la ferme. Sans eux, tout l'animalisme s'effondrerait. Vous ne voulez tout de même pas que Jones revienne? Cette phrase devient une arme. À chaque critique, on agite le spectre du passé. Si vous remettez en question nos privilèges, c'est que vous voulez le retour de l'ancien maître. On est exactement dans la logique que George Orwell pointe, une révolution qui se protège en culpabilisant ceux qui osent poser des questions. Le temps passe, les animaux travaillent dur. Ils construisent un moulin à vent, projet porté par Boule de Neige. L'idée, produire de l'électricité, moderniser la ferme, faciliter le travail. Boule de Neige rêve d'un futur confortable, avec plus de loisirs, plus d'éducation. Mais Napoléon, lui, voit autre chose. Il voit un rival charismatique, un danger pour son propre pouvoir. Un dimanche, tous les animaux sont réunis pour un vote important. Faut-il poursuivre le projet de moulin, comme le défend Boule de Neige, ou y renoncer? Boule de Neige prononce un discours brillant. Les animaux sont presque convaincus, et soudain un bruit. Des chiens surgissent, de gros chiens, féroces, que Napoléon a secrètement élevés et dressés. Ils se ruent sur Boule de Neige, qui s'enfuit de justesse, puis disparaît, à jamais. Napoléon prend la parole. Désormais, dit-il, il n'y aura plus d'assemblée où l'on débat. Les décisions seront prises par un comité de cochons, présidé par lui. Les autres animaux n'auront plus qu'à exécuter. Ce moment est clé. La révolution qui se voulait collective bascule dans la dictature personnelle. Et la sécurité, les chiens, devient l'outil central de contrôle. Le cochon porte-parole, dans le texte il s'appelle Brille Babil, se charge d'expliquer ce tournant. Il dit que Boule de Neige était un traître, qu'il travaillait secrètement pour les humains. Il réécrit littéralement l'histoire sous les yeux des animaux. Ce qui était héroïque devient suspect. Ce qui était courageux devient sabotage, et comme les animaux ont peu de mémoire, peu de culture, peu d'outils pour vérifier, ils finissent par le croire. Ou, au minimum, par se taire. Le moulin à vent, abandonné en discours, est finalement construit sur l'ordre de Napoléon.
mais réécrit comme si l'idée venait de lui, pas de boule de neige. Les animaux travaillent nuit et jour, dans le froid, dans la faim. Le projet s'effondre une première fois, probablement à cause du vent et de la mauvaise construction, mais la propagande accuse Boule de Neige. C'est forcément lui, le traître invisible, qui serait venu saboter l'ouvrage. On crée un ennemi fantôme, un coupable pratique toujours disponible, qu'on peut accuser dès que quelque chose va mal. Orwell anticipe ici très clairement le mécanisme des régimes qui ont besoin d'un ennemi permanent pour justifier leur propre existence. Au fur et à mesure que les choses se compliquent, les commandements changent, mais les animaux ne s'en rendent pas compte tout de suite. Ils n'ont pas appris à mémoriser les textes, ils n'ont pas l'habitude de douter de ceux qui écrivent. Un jour, quelqu'un croit se souvenir qu'il était interdit de dormir dans des lits. Mais on voit les cochons s'installer dans la maison, prendre les chambres, utiliser les matelas. On regarde le mur, et là, surprise, aucun animal ne dormira dans un lit, avec drap. Ce petit ajout justifie tout. Ce qui était clairement interdit devient permis grâce à 2 mots. Orwell montre comment un simple détail ajouté à une règle peut en inverser complètement le sens. Même chose pour l'alcool. Au début, c'est interdit. Un commandement le dit nettement. Mais un jour, les cochons boivent. Ils aiment ça. Ils en abusent. Lorsqu'un souvenir gênant refait surface, on retourne voir le mur. Le texte a glissé. Il est écrit maintenant. Aucun animal ne boira d'alcool à l'excès. Le cœur de la manipulation, c'est là. On ne dit pas « nous avons trahi la règle ». On modifie la règle pour qu'elle corresponde à nos actes. Pendant ce temps, le reste de la ferme souffre. Les rations diminuent, les heures de travail augmentent, mais sur les tableaux affichés par les cochons, la production est toujours en hausse. Les chiffres sont présentés de façon à prouver que tout va mieux qu'avant. Les chiffres ne servent plus à décrire la réalité, mais à la maquiller. L'un des personnages les plus touchants du livre, c'est le cheval de trait. Un travailleur massif, sincère, incapable de malveillance. Son credo, « Je travaillerai encore plus dur ». Quand il doute, il ne critique pas Napoléon, il se remet lui-même en question. Pour lui, si quelque chose va mal, c'est qu'il ne fait pas assez. George Orwell, avec ce cheval, parle de millions de travailleurs loyaux, honnêtes, qui supportent sur leurs épaules le poids des systèmes les plus injustes, simplement parce qu'ils sont trop fidèles, trop dignes pour se révolter. Le cheval se blesse, vieillit, s'épuise. Les animaux sont convaincus qu'il aura droit à une retraite paisible, peut-être dans un coin de champ tranquille. Mais lorsqu'il tombe vraiment, incapable de se relever, on appelle un camion. Un détail choque les animaux qui savent lire. C'est le camion de l'abattoir. Ils crient, paniquent, ils comprennent, mais ils sont trop faibles, trop mal organisés pour intervenir. Le cheval est emmené, vendu. Sa chair rapportera de l'argent. Et cet argent servira à acheter de l'alcool pour les cochons. Ce passage est d'une cruauté froide. Orwell ne le fait pas pour être gratuit. Il veut montrer le point ultime de la trahison. Un système qui sacrifie son meilleur serviteur pour maintenir ses privilèges. Et malgré cette horreur, la machine repart. Le porte-parole explique que le cheval est mort dans un hôpital, soigné avec amour. Les animaux veulent y croire. C'est plus supportable que la vérité. Et puis, que pourrait-il faire d'autre? Les années passent, les animaux les plus anciens meurent, de nouveaux naissent qui n'ont pas connu M. Jones. On leur raconte une version de l'histoire où la période d'avant la Révolution était 1000 fois pire qu'aujourd'hui. Ils n'ont pas les moyens de comparer, ils acceptent. Les cochons, eux, se sont transformés. Ils marchent sur 2 pattes, ils portent des vêtements, ils fument, boivent, jouent aux cartes. Ils ont pris les traits de ceux qu'ils prétendaient détester, les humains. À la fin du livre, George Orwell décrit une scène glaçante. Les animaux, épuisés, s'approchent en silence de la maison. À travers la fenêtre, ils voient Napoléon et les cochons attablés avec des fermiers humains. Ils rient, trinquent, se félicitent de la manière dont on exploite bien les bêtes de la ferme.
À un moment, un différend éclate au sujet d'une partie de cartes. Les voix montent. Les visages se déforment. Et les animaux qui observent de l'extérieur se rendent compte qu'ils ne savent plus reconnaître qui est humain, qui est cochon. Les visages sont devenus interchangeables. Il n'y a plus de différence. C'est la dernière image que laisse George Orwell dans La ferme des animaux. Une révolution qui finit par produire exactement ce qu'elle voulait détruire. Un monde où les slogans d'égalité couvrent une hiérarchie impitoyable. Un système où les mots sont utilisés pour travestir les faits, pas pour dire la vérité. Pourquoi ce livre est-il encore aussi puissant aujourd'hui? Parce qu'il parle de phénomènes qui se répètent. Des élites qui se présentent comme libératrices, des masses qui acceptent les sacrifices, la propagande qui réécrit les événements, l'ennemi désigné pour détourner l'attention, le langage qui se transforme pour faire passer l'inacceptable. Tu peux lire La ferme des animaux comme une critique de la révolution russe et des dérives staliniennes, c'est ce qu'Orwell visait à l'origine. Mais tu peux aussi y voir ton entreprise, ton gouvernement, certains mouvements politiques, certains discours médiatiques. À chaque fois que quelqu'un te dit « c'est pour ton bien », tu ne comprends pas tout, fais-nous confiance. Tu ne veux tout de même pas revenir à avant? Il y a un peu de Napoléon et de Bril-Babil dans l'air, et à chaque fois que tu dis « je vais juste travailler plus, ce sera mieux demain », sans jamais poser la question de qui profite vraiment de ton effort, il y a un peu du cheval dans ton reflet. Lire George Orwell, et en particulier La ferme des animaux, ce n'est pas seulement comprendre un système politique du XXe siècle. C'est apprendre à déchiffrer ce qui se passe devant toi, là, maintenant. Quand tu vois dans le livre les cochons modifier les commandements sur le mur, tu peux penser à chaque fois qu'un mot change dans le discours public. On ne dit plus « plan de licenciement », on dit « plan de compétitivité ». On ne dit plus « surveillance », on dit « protection ». On ne dit plus « contrôle », on dit « accompagnement ». Ce que montre Orwell, c'est que la bataille commence toujours par le vocabulaire. Tant que tu acceptes les mots qu'on te donne, tu acceptes déjà la moitié de l'histoire qu'on veut t'imposer. Lire La ferme des animaux, c'est entraîner ton cerveau à repérer quand on te demande de faire des sacrifices temporaires qui durent toujours pour les mêmes, quand on te montre des chiffres officiels qui ne correspondent pas à ce que tu vois sur le terrain, quand on te désigne un ennemi pratique, un groupe, un pays, une personne, pour expliquer des problèmes beaucoup plus profonds. Dans le livre, les animaux se laissent enfermer dans 3 pièges. Premier piège, ils oublient de comparer ce qu'on leur dit avec ce qu'ils vivent. Deuxième piège, ils ne prennent plus le temps de relire les règles, ils font confiance à ceux qui les modifient. Troisième piège, ils confondent fidélité et soumission, comme le cheval qui croit qu'il suffit de travailler plus pour que tout s'arrange. Orwell te donne un antidote. Il te dit, entre les lignes, à chaque fois qu'un pouvoir te dit que tout est pour ton bien, vérifie qui gagne quoi, qui perd quoi et qui écrit l'histoire. À chaque fois qu'on touche au mot, regarde ce qu'on essaie de rendre acceptable. À chaque fois qu'on glorifie les sacrifices, regarde qui n'en fait jamais. La ferme des animaux devient alors plus qu'un roman. C'est un manuel de vigilance. Un rappel que la manipulation ne passe pas seulement par la force, mais par les discours, les images, les répétitions, les petites retouches sur le mur collectif de la mémoire. Si cette traversée de La ferme des animaux de George Orwell t'a apporté quelque chose, un déclic, une prise de conscience, ou juste l'envie de relire le livre avec un autre regard, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, on prend des œuvres puissantes et on s'en sert comme de vraies lunettes pour lire le monde d'aujourd'hui. La politique, le travail, les réseaux, la façon dont on parle de liberté, d'égalité, de sécurité. Dis-moi en commentaire ce que toi tu retiens le plus de cette histoire. La révolution qui dérape, la propagande qui réécrit tout, la trahison des leaders, ou ce cheval qui croyait tellement au système qu'il n'a jamais vu venir le camion.